Aujourd'hui, nous recevons Patrick Buisson, pas n'importe lequel, le Buisson passé, comme son nom l'indique, par l'école buissonnière. Il faudrait toujours interroger les patronymes. Buisson, buissonnier, droite buissonnière, qui s'écartent des chemins battus. Autrement dit, le bon génie d'identité, pas ce mauvais génie que voudrait y voir Ariane Chemin, qui tient la rubrique Potin, ragot et dépotoir au journal Le Monde, ni Vanessa Schneider, qui tient la même rubrique à M, le magazine du Monde, à la poubelle de l'histoire, les tricoteuses et les emmerdeuses. Mais revenons à Patrick Buisson. Voilà un personnage hors les murs, c'est-à-dire qui n'est pas réductible à son assignation. Un homme dont la devise empruntée au Clermont-Tonnerre dit tout, si omnes ego non, si tous, pas moi. Les gens connaissent de lui le politologue, le conseiller du prince, celui qui lit à livre ouvert la carte électorale, comme naguère les aruspices déchiffraient l'avenir dans les entrailles des animaux, un cartomancien selon Philippe de Villiers. Mais en fait de cartes, Buisson en cache beaucoup dans son jeu. Les lecteurs de La Cause du Peuple en savent quelque chose, ils ont découvert un écrivain de haut vol, mêlant les deux registres du mémorialiste, celui du témoin et celui de l'historien. Et que dire des années érotiques, 1940-1945 ? Vos lecteurs ont dévoré un chef-d'œuvre de sociologie des comportements où Buisson se livre à une relecture vertigineuse des zones érogènes de l'occupation dans un va-et-vient d'héroïsme et d'érotisme. Les téléspectateurs de la chaîne Histoire qu'il a dirigée ont aimé l'auteur de documentaires et de docu-fiction qui ne seront jamais plébiscités par Télérama, ni primés à Cannes, que Dieu m'y garde, consacré à Jeanne d'Arc, Paris-Céline, avec Laurent Deutsch, Ce monde ancien consacré aux derniers Gaulois, aux derniers paysans, allez-y sans moi, sur les anars et les réacs. On voit où vont vos préférences, tant mieux ce sont les nôtres. Il lui arrivait de se définir comme un objecteur de modernité, dépositaire d'une tradition dont il se veut le continuateur, pas le taxidermiste. Bref, un anard de droite doublé d'un Gaulois réfractaire, un chouan dans l'âme qui dit merde à l'occupant. Patrick Buisson, bonjour. Bonjour François. Nous vous recevons aujourd'hui parce que vous sortez un DVD que vous aviez produit et réalisé au temps où vous dirigiez la chaîne Histoire, Si Paname m'était compté. Alors Si Paname m'était compté, c'est le Paris des années 60. J'évoquais quelques films que vous avez tournés, Ce monde ancien, Allez-y sans moi. Est-ce que hier, c'était donc bien mieux qu'aujourd'hui pour vous ? Alors, d'abord, le film dont vous venez de parler est diffusé par René Château, qui est l'éditeur de La Mémoire du cinéma français. Donc moi, c'est un grand plaisir, un grand honneur de figurer dans cette collection. Alors, pour répondre à votre question, cher François, aujourd'hui, vous m'avez présenté comme un objecteur de modernité. Eh bien, aujourd'hui, la modernité est en train de s'objecter elle-même. C'est le grand progrès auquel il y a des progrès positifs, celui-là en est un. Je dois dire que depuis une semaine, la manière dont la modernité se débat est aux prises avec l'irrationnel d'une épidémie, peut-être demain une pandémie, est un spectacle des plus réjouissants. Il permet d'abord de redonner un état civil à des mots qui ne figuraient plus dans le dictionnaire de l'usage courant, frontières, confinement, quarantaine, repli sur soi, toutes horreurs qu'on croyait définitivement bannies. Et miracle, j'écoutais pérorer au Café du Commerce d'une télévision ce matin quelques dames qui disaient, au fond, la démondialisation hier c'était de l'idéologie. Aujourd'hui, c'est une idée de bon sens. Extraordinaire. C'est la réalité. Extraordinaire. Oui, la réalité leur saute au visage. Voilà. Et nous avons subi les sarcasmes, quand c'est pas autre chose, moins agréable, de tous ces gens-là pendant des années, nous expliquant que l'interdépendance c'était merveilleux, que la croissance était la fin du fin après laquelle les peuples couraient. Voilà. Et tout ça est en train de se déliter, et finalement ce que 20 années d'immigration massive ne sont pas arrivées à faire, le coronavirus est en train de le faire. Autre élément de réflexion qui me paraît aujourd'hui très intéressant, c'est de voir à quel point nous sommes dans la société des individus dont parlait Gaucher. Société d'individus, c'est une société qui, ne parlons pas de communauté, même je parle simplement de société, qui donne le spectacle extraordinaire depuis 48 heures de ces employés du Louvre qui font jouer le droit de retrait. Bon, c'est un service public. Les mots devraient désigner la chose, même si, comme le dit Ortega y Gasset, les mots sont parfois que le fantôme de choses mortes, et on le voit d'ailleurs avec le vivre ensemble aujourd'hui, plus personne ne veut vivre avec l'autre, et on vous incite à vous tenir à distance d'au moins 1m50 ou 2 mètres, plus de bisous, plus de poignées de main, enfin bref. Oui, le droit de retrait, formidable. Ils sont au service du public, donc ils devraient rendre ce service public, et non pas du tout. Les individus font passer ce qu'ils estiment être leur intérêt personnel avant le bien et le service de la communauté.
noter. Mais moi, je propose qu'on élargisse le droit de retrait à quantité de choses. Par exemple, pour les impôts. Moi, je voudrais faire jouer mon droit de retrait parce que je ne suis pas solidaire de l'usage qui est fait de mon argent. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas un des nouveaux droits de l'homme dont la conquête me paraît doit être inscrite dans les programmes des partis politiques sérieux. Je ne parle pas des autres. Ce monde ancien, allez-y sans moi, un de vos maîtres, l'historien Raoul Girardet, grand historien, Algérie française, se demandait si une droite sans nostalgie serait possible. Hein. Et vous connaissant un peu, j'ai envie de demander à Patrick Buisson, est-ce qu'un Patrick Buisson sans nostalgie serait possible? Hein? Oui, mais moi j'essaie de faire de la nostalgie un moteur, c'est-à-dire une force énergétique. Voilà. Ne pas être sur le repli passéiste de celui qui effectivement pleure les temps anciens, les temps disparus. Je crois qu'effectivement, c'est l'amour de notre peuple, de son histoire, de son patrimoine, de sa culture qui nous donne cette force. Alors, pour aimer tout cela, il faut évidemment avoir dans le rétroviseur tout ce dont nous avons hérité, mais évidemment le convertir en force et en source d'action. En force dynamique et positive. Oui, voilà. Alors, et donc, ce n'est pas évidemment une nostalgie passéiste, repliée sur elle-même. Moi, je ne suis pas conservateur de musée. Et j'ai essayé au cours de... On laisse ça au gardien du Louvre. Ouais. J'ai essayé au cours de mon parcours de le montrer, c'est-à-dire d'être au plus près de l'action, sans négliger ce qui est notre fonction première, c'est-à-dire nous sommes des passeurs. Voilà. C'est notre première fonction. Si nous avons échoué dans cette fonction-là, nous ne sommes pas capables de nous adresser ou nous ne sommes pas autorisés ou pas légitimes de parler aux autres. Oui, c'est des progressistes, au fond, qui sont conservateurs de musées. C'était le mot de Voltaire sur les Italiens. Dans chaque Italien, il y a un conservateur de musée. Il y a un gardien de musée, disait Voltaire, au XVIIIe siècle. Hein. Oui. Les progressistes et le tourisme. Hein. C'est aussi une crise du tourisme. Il y a plus de touristes aujourd'hui sur Terre que d'immigrés. Oui, mais oui, je crois que... Et que le coronavirus est en train de... Je crois que les chiffres, d'ailleurs, c'est un des mérites et des intérêts du livre de Goudard. 3% de la population mondiale vit dans l'endroit où ils ne sont pas nés, dans un pays où ils ne sont pas nés. 3%. Ouais. Alors, nous parlons toujours d'immigration de masse. C'est vrai que c'est un phénomène de masse, mais relativement encore, l'enracinement pèse beaucoup plus lourd. Et les sédentaires. Donc, et je crois, pour l'avoir lu chez Guy Lui, qu'un Français sur deux réside dans son département de naissance toute sa vie. Bah, écoutez, l'endogamie n'est pas morte. On sait que les mariages se font toujours dans les cantons. Et d'abord, l'endogamie n'est pas morte dans la population immigrée, puisqu'il y a 95% dans toutes les populations immigrées, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la période. Les anciens disaient, à propos d'endogamie, homme sage, épouse, femme de ton village. Hein. Exactement. Ça a beaucoup changé. C'est un très bel adage. Je reviens à ce film qui était superbe, hein, Si Paname m'était compté. En fait, vous décrivez ce qu'était Paris avant le grand basculement des années 60. Donc c'est l'Ancien Monde, c'est un film en noir et blanc, et en le revisionnant, parce que je l'avais vu quand il était sorti sur la chaîne Histoire, mais là il ressort en DVD chez René Château, moi j'ai toujours en tête la scène de Mélodie en sous-sol, géniale, quand Gabin sort de prison, je ne sais pas s'il est resté 5 ou 10 ans en prison, il revient à Sarcelles, et il ne reconnaît plus son village. Hein. Son village, c'est des barres d'immeubles, hein. C'est des grands buildings, des grands HLM. Et le bistrot était rasé. Le bistrot est rasé, bref, c'est un paysage méconnaissable. Hein. Et ça s'est produit en quelques années. Pour vous, c'est une période de bascule fondamentale, je crois, les années 60. Hein. Oui, alors ce film dont vous parlez, Mélodie en sous-sol, est intéressant à plus d'un titre, parce qu'il a été réalisé par Henri Verneuil, qui est également l'auteur du Singe en hiver, de l'adaptation cinématographique du livre de Blondin. À chaque fois, c'est l'histoire de deux amitiés viriles, Belmondo, Gabin, Gabin, Delon, dans lesquelles les femmes, il faut bien dire, ne sont que des troubles faits qui viennent empêcher les hommes de s'amuser, de se divertir et de prendre quelques risques. C'est avant les féminicides. C'est un monde, voilà, c'est ça. Mais c'est très intéressant parce que symboliquement, la première image, c'est le bistrot qui a disparu aussi dans ce quartier, il revient. Quoi. Le bistrot, c'est la maison des hommes. Comme la caserne, les endroits où les femmes... Encore qu'il y avait quelques femmes dans les bistrots. Mais enfin, généralement des prostituées. Ou alors des écrivains comme Nathalie Sarraute. Mais dans les beaux quartiers, pas dans ceux dont parle ce film. La maison des hommes était fermée. Voilà. Lieu de convivialité, lieu de partage, d'échange, lieu où l'identité masculine aussi se retrempait, elle s'arrosait même très largement. C'est vraiment le symbole de ces années 50 et il n'y a pas eu simplement le changement du paysage urbain.
il y a eu le changement de peuplement qui s'est produit en même temps à la fin des années 50. Il y a eu le pari de la gentrification, de la boboisation, qui a fait qu'on a changé de peuple. Voilà, et je vous disais tout à l'heure que le génie de la modernité, c'est... On a changé de classe sociale. Hein. Oui, de peuple et de classe sociale. Avant de changer de peuple. Hein. Oui, on a changé de classe sociale et on a changé de peuple juste après, quoi. Voilà, parce que sont venus les esclaves des bobos dont on avait besoin pour les cuisines des restaurants, personnel de maison, pour le personnel de maison. Tout ça est bien connu. Ce changement de peuplement, il s'est accompli effectivement par la gentrification de Paris, la fin de la loi de 48 qui permettait de maintenir des loyers raisonnables, oui, de maintenir dans intramuros ce qu'était la structure du Paris pendant 10 siècles, c'est-à-dire cette répartition verticale. Le rez-de-chaussée, c'était la boutique, le deuxième, c'était l'étage bourgeois, et puis les bonnes allaient au 6e. Donc la modernité, le génie de la modernité, c'est de parler du vivre ensemble et de la mixité sociale au moment où elle l'a méthodiquement détruite. C'est-à-dire qu'elle l'a vraiment banni du paysage, et là on invente des mots qui ont pour vertu, qui sont des antiphrases pour masquer le réel. Hein. Voilà, de désigner des choses qui ont disparu pour faire croire qu'elles vivent encore. Donc ce changement de classe sociale, mais qui est un changement de peuplement, parce qu'effectivement un bourgeois, ce n'est pas un prolo, c'est accompagné de la disparition d'un type humain. Dans les années 60, Monterland s'étonnait et s'agaçait déjà de ce qu'il appelait la baisse de la qualité humaine. Mais que dirait-il de l'effondrement d'aujourd'hui? Moi, j'ai connu ce Paris des années 50, qui était celui des bougnats, des bistrots, des bignoles, des concierges, des cracheurs de feu, des rémouleurs, des vitriers, tout ce petit peuple parisien. Alors, c'est pas de la littérature que je fais là, mais avait une âme et une densité humaine plus importante, plus considérable, c'est-à-dire littéralement à considérer que n'importe quel bourgeois parisien. Aujourd'hui, il était habité par quelque chose, une histoire, des mœurs, des coutumes, un langage, la langue verte. Il y avait des tronches, hein. La physiologie n'était pas lissée. Vous savez que la dernière fois où on les revoit, 40 ans après, 50 ans après, c'est l'enterrement de Johnny en 2017. Hein. Oui, c'est vrai. On voit les blousons noirs, en réalité les blousons noirs. Qui ont vieilli. Voilà. Ils ont vieilli, ils sont passés du rock rebelle au rock à bretelles, mais il n'empêche, ils ont toujours les gueules de l'ancien temps. Exactement. Ces visages qui étaient sculptés par la vie, qui racontaient une histoire et qui venaient du fond des temps, qui venaient de la mémoire d'un peuple qu'on a voulu éradiquer, éliminer. Moi, j'ai connu tout ça, d'autant mieux que j'ai grandi dans un quartier populaire au sein d'un quartier bourgeois à la rue Poncelet. Le marché Poncelet était très très connu. Il était fréquenté par les marchands de 4 saisons qui allaient chercher leurs marchandises aux halles avec leur voiture à bras, qui faisaient 15 km aller-retour pour venir vendre leurs marchandises. Et le provincial qui débarque à Paris, c'est l'histoire de mon père, il travaille d'abord au Halles. Hein. Il débarque pendant 10 jours, il bosse au Halles, il se paye l'hôtel, et après, comme il est aveyronné auvergnat, il travaille dans la limonade. Hein. Et donc, moi, j'ai vu dans mon enfance les marchands de 4 saisons qui pissaient debout dans le caniveau, comme Fréhel. Ce sont des mœurs campagnardes. Et désormais, c'est verbalisé. En fait, on est passé d'un village, ou des villages, parce que c'était une pluralité de villages, Paris, à une ville-monde. Hein. Alors une ville immonde même avec le mandat. Immundus, oui, mais bien sûr, c'est cette évolution-là qui nous saute. Alors là, vous voyez, il n'y a pas de nostalgie passée, il y a simplement un constat, j'allais dire, ethnologique, ethnographique, quoi. C'est la condition première. Moi, je suis toujours frappé, le génie tombe du ciel. Je veux dire, un Marcel Proust, un Céline, ça tombe du ciel. Les conditions sociales ne sont pas requises pour produire un Marcel Proust. Hein. Non. Mais pour produire un Michel Audiard, un Georges Brassens, une Arletty, Albert Sibonin. Voilà, tous ces gens-là, il faut que... Auguste Le Breton. Il faut qu'il y ait un peuple qui est... C'est l'âge d'or du polar, mais voyez aussi le type humain auquel renvoie la littérature du roman policier. C'est l'âge d'or du roman policier. C'est-à-dire que les voyous ont un code d'honneur, quoi. Ce qui est aujourd'hui totalement imaginable. Un langage, vous l'avez dit. Ils ont un langage, ils ont un code d'honneur, ils sont d'une virilité extrême qu'il leur vaudrait aujourd'hui de nombreuses années de prison, mais pas pour les braquages, pour d'autres raisons. Pour l'affirmation de leur testostérone. Voilà, mais en même temps, quelle littérature! Quand on relit effectivement ce monde du polar des années 60, on est soufflé par le talent, par exemple, d'un type comme Simonin, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus lu. Si, parce que ces films ou les scénarios. Touchez pas au Grisby, qui n'a pas en mémoire ce film où Gabin, justement, passe du Gabin
prolo d'avant-guerre, qui était censé incarner la Marianne au patriarche. En fait, c'est le voyou rangé des voitures qui change d'emploi et qui va incarner à l'écran justement les dernières vertus de la masculinité et du patriarcat. Hein, voilà. Et Gabin fait au box-office, je crois que sur la période jusqu'en 60, 40 millions d'entrées. Et Gabin, disons-le, c'est le pacha, précisément, c'est le taulier, c'est le patron, c'est le boss. Hein, exactement, et la nouvelle vague fait 500 000 entrées, là où en 60 il fait 40 millions d'entrées sur l'ensemble de ses films. J'ai en tête les chiffres du box-office, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui du cinéma français? On retient René, Chabrol, Truffaut, les personnages construits par le cinéma de l'époque, c'est-à-dire des hommes fragiles, souffrants, Trintignant, Laurent Terzieff, voilà, ce sont les nouveaux modèles de la masculinité. Qui préfigurent les corps androgynes, anorexiques qu'on croise, métrosexuels qu'on croise désormais dans les rues des grandes villes. Mais il faut bien se rendre compte que tout cela est porté par une ultra-minorité et qui va tenter d'imposer ses goûts au public et qui n'y parviendra qu'au bout de 30, 40 ou 50 ans, et encore en partie, parce qu'on voit le plébiscite qui est fait à certains types de films aujourd'hui et pas à d'autres. Alors qu'évidemment, ça ne correspond ni aux mœurs ni au goût populaire. Moi, je voudrais même dire, comme vous, pas de rétro-nostalgie, pas non plus un désespoir totalement pessimiste et crépusculaire. La question que je vais vous poser est la suivante. Manifestement, sur 50 à 60 ans, il y a une acculturation des catégories populaires. On les a métamorphosées, on les a contraintes, ou elles ont choisi, du reste, elles ont consenti à l'américanisation de leur imaginaire, les cow-boys, Johnny précisément. Pour autant, Johnny Hallyday nous montre, les Gilets jaunes nous montrent que cette acculturation n'a pas fait des êtres amnésiques et totalement orphelins. Ils ont abandonné l'américain, pour autant, ils mettent le drapeau français à leur porte. Moi, je les croise dans la France périphérique. Hein. Ils sont très attachés à leur francité. Nonobstant l'acculturation. Nonobstant l'acculturation, qui a évidemment cette période, c'est la naissance de la culture de masse portée par les médias, les radios, la télé qui commence à prendre, le transistor qui est le véhicule de l'autonomisation de l'inculture jeune portée par Europe 1, Salut les copains, Daniel Philippaki, etc. Et le premier Johnny du reste. Mais voilà. Mais à côté de ça, oui, ils sont attachés aux mœurs populaires. Et notamment, on parlait tout à l'heure, même cette culture western, c'est celle de la virilité et du code de l'honneur, qui renvoie aussi à ce qui étaient les caractéristiques de, vous le disiez tout à l'heure, de la francité beaucoup plus anciennement enracinée dans la mémoire populaire. Mais il faut bien se rendre compte qu'évidemment, ils ont en partie consenti à cela parce que c'était la voie de la facilité. Quand on propose à un peuple de prendre la route plate et sans embûches, et il la préférera toujours aux ascensions difficiles. Et c'est ce qui a été fait, y compris pour la télévision. Il y avait une exigence du service public, même quand il s'agissait de M. Lorenzi et qui faisait une histoire revue par les Jacobins et la Révolution française, il y avait une exigence culturelle. On aurait eu honte de présenter certains spectacles au public populaire. Aujourd'hui, pas du tout. Non seulement on n'a pas honte, mais on s'en glorifie. Et non, bien sûr qu'il ne faut pas verser ni dans la rétro-nostalgie, ni dans le pessimisme absolu. Nous croyons, vous peut-être encore plus que moi, au fait que l'histoire est cyclique, que c'est une roue, que ce n'est pas une flèche, et que l'histoire nous enseigne la vie. Et la vie, c'est qu'après toute période de dérégulation, il y a un retour à l'ordre, il y a une demande d'ordre. Nous savons aujourd'hui quel est le danger et nous ne devons pas être les collabos d'un nouvel ordre qui nous serait imposé. Vous voyez duquel je veux parler, et nous ne serons pas des personnages de Houellebecq. Pour autant, il nous sera imposé si très précisément on ne renoue pas avec les figures de l'autorité. Mais c'est bien évident. Aujourd'hui, l'offre d'ordre à droite, ou à ce qu'il est convenu d'appeler à l'extrême droite, n'est évidemment pas très séduisante. Oui, puis du reste, elle n'est pas assumée en tant que telle. Hein. Non. Il y a un autre film, hein. Alors là pour le coup qui est hors commerce malheureusement, c'est Allez-y sans moi, qui est un film sur tous les personnages qu'on est en train d'évoquer, que vous êtes en train d'évoquer, les Audiard, les Brassens, les Blier, les Gabin, les Blois et quantité d'auteurs. Je vous ai fait l'honneur de m'associer un peu à ce film, mais qui est le vôtre. Hein. Ces figures, je trouve qu'elle résume à elle seule le génie français. Je veux dire par là que c'est à la fois la culture du bistrot, c'est à la fois la culture des faubourgs de la ville, hein, les Audiard, les voyous, les Simonins, mais aussi
les grands auteurs, les barbés, les nobles, l'aristocratie. Donc on a à la fois le populo et les aristos. C'est-à-dire qu'ils font l'économie, par-dessus la bourgeoisie, des sociétés normalisées qui sont les nôtres. Hein. Et cette hybridation particulière qui était l'aristocratie populaire. Je parlais tout à l'heure de ce petit peuple parisien. Il y avait une aristocratie populaire. Oui. Est-ce que vous connaissez, je me permets de vous interrompre, ce livre de Le Marquis de la Dèche, de Dorgelès, hein? Non. Ah, c'est un livre qu'on ne lit plus, qui est grandiose, sur le Marquis de la Dèche. C'est une cloche, hein, mais qui était également un aristo à Montmartre. Hein. Écoutez, je ne connaissais pas celui de Dorgelès, je vais donc en faire l'acquisition extrêmement rapidement. Oui, regardez un personnage comme Brassens aujourd'hui. Dans la vague de censure qui est la nôtre, les trois quarts du répertoire de Brassens sont évidemment une ode à l'anti-modernité. La misogynie de Brassens. Quand vous prenez les chanteurs des années 60 qui sont les grands chanteurs, ce sont trois misogynes épouvantables, Brassens, Brel et Ferret. Voilà. Ferret dit la misogynie, c'est très intéressant. Les femmes, il faut les mettre sur un trône, mais pas qu'elles nous emmerdent. Voilà. C'était dans une interview, moi, que j'ai retrouvée dans les années 70 à l'INA. Aujourd'hui, ces images sont absolument impossibles à montrer. Quant à Brassens, il passe son temps, la vie de Brassens est entourée des emmerdeuses, des emmerderesses et des misérables salopes, quand on fait le résumé du répertoire de Brassens. Quelle radio demain va passer les chansons de Brassens? Qui est le trésor de la chanson française populaire, Brassens? Brassens, c'est le Villon du XXe siècle, c'est-à-dire à la fois la créativité, l'inventivité du peuple et un véritable non-conformisme. Parce que ce type qui avait la réputation justifié d'être anticlérical, mais quand on voit ce qu'est devenu l'Église, qui ne pourrait pas être anticlérical, d'être un anarchiste est en fait le dernier des vrais réactionnaires des années 50-60. Même sur l'Église, la messe en latin, la liturgie ancienne et tridentine. Surtout, la vision de ce qui va se passer, c'est-à-dire du rouleau compresseur de la modernité qui arrase toutes les différences et crée ce paysage lunaire dans lequel nous vivons, maintenant avec des masques, au moment où la mondialisation est démasquée, c'est assez drôle. Eh bien, ce monde-là, ils l'ont vu se profiler et ils ont refusé d'en être complices. Et le vrai conformisme, le vrai courage était là. Aujourd'hui, évidemment, c'est le courage, ça consiste à bêler avec toutes les communautés, comme on a assisté au spectacle extraordinaire de la soirée des Césars, dont on pourrait dire beaucoup de choses, mais bon, effectivement, nous ne sommes pas... On ne va pas défendre le jury des Césars, puisque je ne crois pas qu'il vous ait jamais remis un prix du meilleur documentaire. Mais pour autant, je ne pourrais pas non plus. Mais le problème n'est pas là. Ce champ d'affrontement communautariste qui est devenu la nation est quelque chose, évidemment, contre lequel tout ce que nous sommes se hérisse et se rebelle. Il y a encore un autre documentaire qu'on trouve là pour le coup sur Internet ou à la Nouvelle Librairie, c'est le Paris-Céline sur les pas de Louis-Ferdinand avec Laurent Deutsch. Céline aussi est une des grandes figures du génie parisien. Il est né, alors certes, il est né à Courbevoie, il est mort à Meudon, mais il a vécu à Paris. Et puis il y a quoi de plus parisien Il a vécu dans le passage Choiseul où il racontait que les arpettes ou les bonnes commençaient une chanson au début du passage et la terminait une fois qu'il l'avait traversée, d'où sa culture d'ailleurs extraordinaire en matière de chansons populaires, qui était à la fois l'expression du génie populaire et en même temps le vecteur de l'information. Ça restait comme ça l'était au 18e ou 19e, beaucoup de choses se disaient à travers la chanson. Le chansonnier avait une véritable fonction politique et sociale, qu'on pense à Aristide Bruand, candidat antisémite à Belleville en 1893, je crois, qu'on pense à Montéus, tout le répertoire de l'extrême gauche est issu de le chant de la jeune garde, c'est une œuvre de Montéus. Ils ont les mains blanches, toute la tradition ouvriériste et prolétarienne, à genoux devant la casquette, chapeau bas devant l'ouvrier, c'est Montéus. Donc il y avait un vrai rôle politique du chansonnier qui était un média considérable à l'époque. Céline a été le dépositaire, le réceptacle de tout ça et son génie a fait que ce peuple-là, l'exposition de 1900, déjà le regard critique sur la modernité fait qu'avec ses aberrations, fait que lui aussi a tout vu, tout anticipé. On disait que à propos de Blois et de Barbet ou des gens comme ça, que c'était des prophètes du passé. Oui, en ce sens qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont intégré du passé, mais pour être en fait des visionnaires, de véritables visionnaires, ceux qui
qui annonce le monde qui vient. Relisez un livre comme... Alors, je sais que c'est très convenu et parfois on s'agace de se retrouver en mauvaise compagnie sur certains auteurs, mais relisez La France contre les robots de Bernanos. Je cherchais le titre. Effectivement. Tout ce que notre société numérique, électronique a de haïssable, de détestable, se trouve dès 1948 parfaitement décrit, annoncé, prophétisé, c'est pas le dire. Vous parliez de Bernanos, et ce sera ma dernière question parce qu'on est pris par le temps. Vous m'avez dit un jour, vous m'avez confié un jour que pour vous, tout s'est joué à 12-13 ans. C'était le mot déjà de Peggy. Peggy disait qu'à 12 ans, et on a compris, c'est le monde d'avant le grand changement, d'avant le grand basculement, d'avant les années 1960. Hein. Est-ce que je le crois, mais enfin c'est une question qui me semble importante, votre vision du monde est conditionnée par cette fidélité bernanosienne à l'ancien temps, à l'ancien monde, à l'enfance, hein, en espérant bien sûr qu'elle ne soit pas morte. Hein, Oui, mais il est évident que les fidélités essentielles nous, là, si le mot France, son histoire, son patrimoine ne vous a pas parlé avant 12 ans, il y a peu de chances qu'il vous le parle. Après, moi j'ai eu la chance de l'être dans une famille où effectivement, on avait le droit à la petite histoire de France illustrée de Bainville. Ouais. Et donc, qu'on vend beaucoup à la librairie, vous savez. Cette iconographie a été pour beaucoup dans ma sensibilité politique, oui. Si je n'avais pas vu ces images-là, peut-être aurais-je pensé autrement. Mais si on les rencontre pas à l'âge où justement elles s'impressionnent dans l'arché, dans le tuf là, le plus profond de ce que nous sommes, on a peu de chance d'en comprendre le sens après. Ouais. Merci Patrick Buisson. Merci François Bousquet.